Bonjour à chacun et à chacune. Ça nous fait bien plaisir, à Martine et moi, d'être avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais lancer un diaporama. Alors, euh, Aujourd'hui, Martine et moi, on fait équipe pour aborder le potentiel justement de collaboration entre chercheurs et citoyens, citoyennes en sciences de l'environnement plus largement. Par exemple, moi-même, je travaille pas spécifiquement sur les questions de l'eau et aussi sur les enjeux liés à l'eau parce que ben, Martine, elle va vous en parler, mais elle a une très longue trajectoire d'engagement éco-citoyen sur les enjeux liés à l'eau, notamment à travers l'organisation Au Secours. On va traiter de ce qui s'apprend d'abord dans l'engagement éco-citoyen, qu'il est précieux de faire dialoguer avec les savoirs académiques pour développer une meilleure compréhension des réalités socio-écologiques et aussi des voies de transformation. Ensuite de ça, ben, on va présenter la dynamique de collaboration qu'on a instaurée dans le cadre d'un projet, le projet Forge, dans lequel Martine et moi avons collaboré étroitement. Euh, Suite à ça, on va parler de dossiers emblématiques comme celui des gaz de schiste ou des dossiers plus récents comme celui de Chalk River ou de Stablex, où les collaborations entre citoyens et chercheurs ont permis des victoires ou tentent actuellement d'éviter des projets délétères sur le plan environnemental. Et bien finalement, on va avoir un moment de discussion avec vous tous et toutes. Alors voilà ce qui est au menu pour aujourd'hui. Alors Martine, la parole est à toi. Bonjour, ça me fait plaisir de vous savoir à l'écoute. Moi, je vais vous présenter Au Secours. C'est l'organisme pour lequel j'ai travaillé. Au Secours, ça existe depuis 1997. Au départ, c'était la Coalition montréalaise pour la gestion responsable de l'eau qui a été mise en place en 96, c'est-à-dire avant la naissance de Au Secours. C'était lors de la guerre des compteurs d'eau à Montréal. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. C'est la Lyonnaise des Eaux, qui est maintenant la compagnie Suez, qui était parvenue à convaincre les élus municipaux de Montréal de passer en gestion privée. Ça ne faisait pas l'affaire de beaucoup de monde, d'élus municipaux, entre autres le conseiller municipal André Lavallée, qui est à l'origine de la coalition de secours, parce que c'était au départ une coalition, c'est-à-dire un regroupement de personnes qui avaient les mêmes buts. Alors, André Lavallée était dans l'opposition à ce moment-là à Montréal, conseiller municipal. Il y avait le SCFP, l'École bleue de Montréal et d'autres syndicats qui étaient sous le leadership d'André Boutier, qui était longtemps à la coalition, le président de cette coalition et qui est un des fondateurs. C'était important pour ces employés municipaux-là de ne pas perdre leur emploi, donc de rester en gestion publique de l'eau. C'est pour ça qu'ils s'impliquaient là-dedans. Il y avait aussi des journalistes et des chercheurs qui ont été menés par Louise Vandelac. Louise Vandelac qui est en sociologie et qui est à l'UQAM, qui, avec son conjoint, ont essayé d'alerter l'opinion publique sur la question des compteurs d'eau. Et il y avait toute une série d'artistes qui voulaient se mouiller pour la question de l'eau. Ils ont été dirigés par Hélène Pedneau. Hélène Pedneau, qui était une communicatrice, qui était une agent d'artistes et qui a mobilisé tout le milieu artistique pour cette cause-là. C'était une large coalition. Hélène, elle a appelé ces artistes-là qui collaboraient à la question de l'eau, elle les a appelés les porteurs d'eau, un peu en souvenir de ce que, vu qu'on nous avait appelés les Québécois les porteurs d'eau, ben, elle trouvait que c'était redonner des lettres de noblesse à porteurs d'eau. Alors, ces gens-là se sont réunis en coalition avec des groupes environnementaux, le RQGE, Environnement Jeunesse, les Amis de la Terre, des groupes sociaux comme le Conseil des Canadiens et même religieux, la famille franciscaine, la Congrégation Notre-Dame. Et la privatisation a été évitée grâce à une grande mobilisation, des spectacles bénéfices, des soirées d'information. Et sur la question des compteurs d'eau, on a pu
avoir un chercheur, Pierre J. Hamel de l'INRS Urbanisation, qui a pu nous donner tous les renseignements scientifiques dont on avait besoin pour faire cette campagne-là. Ça, c'était la coalition montréalaise. La coalition montréalaise a gagné sa bataille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de compteur d'eau à Montréal. L'opinion publique était trop contre la chose. Mais ça a continué parce que là, il y a plein de villes qui appelaient au secours et qui appelaient pour dire, ben, nous aussi, dans notre municipalité, il y a des problèmes de captage d'eau privée, il y a un site d'enfouissement qui coule dans notre nappe phréatique, il y a une mine qui veut s'installer près d'un cours d'eau. Alors, la coalition est devenue, en 1997, la coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau au secours. Cette coalition réunissait des collèges électoraux comme le Collège des citoyens, le Collège des syndicats, le Collège des groupes environnementaux et le Collège des chercheurs. On a eu plusieurs chercheurs au cours des années qui ont siégé au conseil d'administration. Je pense à Edith Lacroix d'Environnement Canada, Edith Smithers, Andréane Demers, Hélène Cyr. Alors, plusieurs, il y en a qui étaient étudiants à ce moment-là, mais plusieurs ont siégé comme, comme membres du CA. À Au Secours, la mission, c'est la protection et la gestion responsable de l'eau. Comment ils font ça? Ben, ils veulent représenter et défendre les intérêts de la population sur les enjeux de l'eau. Et pour ça, ils doivent avoir une certaine crédibilité qui est appuyée par la science. Ils offrent aussi des formations dans les écoles, des conférences pour le grand public. Ils participent à des événements de sensibilisation et d'éducation. Au Secours aussi accompagne et mobilise les citoyens, et ça, c'est très important dans leur lutte de protection de l'eau. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et ils se considèrent comme un groupe de pression pour mettre de la pression sur les gouvernements pour protéger l'eau. Comment on fait ça? Bien, par les médias, mais aussi en participant à des BAP, à des consultations, en fournissant des mémoires aux différents paliers de gouvernement. La mission, c'est promouvoir la protection et la gestion responsable de l'eau dans une perspective de santé environnementale, d'équité, d'accessibilité et de défense collective des droits de la population. Alors, ces pôles d'action-là s'en vont un petit peu dans tous les sens, dont je vais vous parler tantôt parce que l'eau fait partie de nos vies dans toutes les parties de nos vies, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit l'industrie minière. Il y a de l'eau dans à peu près tous les processus et il y a la possibilité, malheureusement, de salir de l'eau à toutes les étapes. Et l'eau, on le sait, c'est un cycle, donc on n'en a pas plus, on n'en a pas moins. Il faut surtout éviter de la salir et de ne plus en avoir pour nos besoins, tant pour les humains que pour la nature, les animaux, la faune et la flore. Alors, à partir d'Au Secours, il y a eu la Fondation Rivière qui s'est formée 5 ans après avec l'objectif de défendre les rivières, principalement contre les barrages d'Hydro-Québec à ce moment-là. Alors, Fondation Rivière est directement sortie d'Au Secours, je dirais. Et on a collaboré avec toutes sortes de gens. Comme c'était une coalition, on a dû collaborer avec beaucoup de gens au fil des années. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au moment où j'étais à la coalition à collaborer avec le Centraire et pour le projet Forge, dont Laurence va nous parler un peu plus, mais c'était dans le cadre de ma participation Au Secours où j'ai pu rencontrer Laurence et tous les intervenants du projet Forge. Et bien, on voit là, à écouter Martine à quel point ce mouvement-là a été vraiment important au Québec. Et puis, moi, ben, en tout cas, j'étais bien heureuse à la sortie du dernier rapport là, sur les changements climatiques du GIEC en 2022, celui sur la mitigation des changements climatiques, plus spécifiquement, là, il y en a eu un autre là, par la suite. Euh, où au chapitre 17, on reconnaissait vraiment les mouvements sociaux du type de celui de Au Secours
comme catalyseur de transition. Et pourquoi? Puis des recherches le démontrent. C'est un espace de développement d'identité collective. C'est un espace où on apprend les uns les autres. On développe ensemble une meilleure compréhension des réalités socio-écologiques, des défis, des leviers d'action aussi. Hein, dans le cas des compteurs d'eau, bon, dont tu viens de parler, Martine, il y a eu tout un écosystème de personnes, de chercheurs, de citoyens qui ont développé des argumentaires et tout ça. C'est un espace d'accélération de l'action collective, notamment en matière de justice énergétique. On va vous parler d'un projet justement qui concernait la justice énergétique, le projet Forge. Donc, c'est un espace de développement d'une agentivité, pardon, personnelle. C'est un espace où il y a des agents de changement, en fait, qui se développent. Et c'est un espace aussi, bien sûr, de clarification éthique. Alors, nous, dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement, ben, l'éducation relative à l'environnement, c'est pas juste dans le milieu formel, c'est pas juste à l'école, c'est dans tous les espaces, c'est aussi dans les mouvements sociaux, c'est aussi dans les organismes, dans les milieux de travail, c'est dans tous ces espaces-là qu'on apprend de manière des fois plus formelle, de manière des fois informelle. Mais qu'est-ce qu'on apprend donc dans ces mouvements éco-citoyens? Ben, on apprend d'abord à développer une compétence critique. Hein, on apprend à développer son jugement évaluatif, puis il faut le faire souvent hein, un peu dans l'urgence, puis en apprenant à passer à travers tout un ensemble de documentation, des fois juridique, tout ça. Donc, faut apprendre à s'approprier ces codes-là. C'est un espace où on développe une compétence éthique aussi, où on clarifie ensemble collectivement dans un mouvement les valeurs qu'on veut défendre. D'ailleurs, souvent, des mouvements vont commencer par faire une déclaration de principe, comme ça a été le cas pour le Front commun pour la transition énergétique, basée sur laquelle les actions vont s'entreprendre. On développe aussi une compétence politique, donc on apprend, comme le disait Lucie Sauvé, à savoir dénoncer, résister, choisir, proposer. On apprend à revendiquer ensemble la démocratie participative. Donc, ça, c'est parmi les apprentissages qu'on fait, puis ça devient des savoirs, en fait, des formes d'intelligence qu'on peut ensuite transférer dans d'autres contextes, dans d'autres mouvements éco-citoyens, aussi dans d'autres contextes d'engagement, que ce soit en milieu de travail, à l'école avec les enfants, etc. Donc, c'est des apprentissages qu'on dit transférables. Majo Ensot, qui est une professeure en Belgique. Elle parle d'intelligence citoyenne. Elle a travaillé, elle, dans les mouvements d'éducation populaire. Aujourd'hui, elle travaille en particulier sur la question des changements climatiques. Puis, c'est intéressant parce qu'elle nous dit, Majoine Sott, que on commence en fait quand on s'organise en collectif pour lutter contre un projet ou pour se mobiliser sur une question vive. Souvent, on commence par le narratif, c'est-à-dire on commence par se raconter qu'est-ce qui, dans nos vies, chacun, chacune, est chamboulé, comment comment dans nos vies personnelles, il se passe quelque chose et rapidement, ben, on arrive à comprendre qu'il y a il y a des facteurs communs, il y a des réalités communes, puis sur cette base-là, ben, on développe un argumentaire, on se relie hein, autour d'un certain argumentaire et ensuite de ça, ben, on va dans l'espace public. Donc, développer cette intelligence déconstructive, donc questionner l'arbitraire. Euh, Ensuite de ça, bon, cerner, dénoncer certaines illusions démocratiques. En ce moment, là, je pense que dans le cas de Stablex, on est tous un peu, par exemple, là, chamboulés par le bâillon qui a été passé par le gouvernement. Là, Martine va nous en parler un peu plus tard. Et ensuite de ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prescrit, hein, on va demander une nouvelle loi, par exemple. On va demander donc des mesures qui permettent, par exemple, dans notre cas, de protéger la ressource en eau, etc. Pour ma part, dans ma thèse de doctorat, j'avais pu mettre en lumière un ensemble d'apprentissages, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-agir qui avait été développé par les acteurs d'un débat que plusieurs d'entre vous connaissez, celui sur la reconstruction de l'échangeur turquois à Montréal. Bon, tout le monde savait qu'il fallait le reconstruire, l'échangeur, c'était pas une question, mais comment on allait le faire? Eh bien, moi, ce que j'ai regardé, c'est qu'est-ce qu'apprenaient à la fois les citoyens et citoyennes mobilisés, mais aussi les fonctionnaires, de la Ville de Montréal, du ministère des Transports,
les scientifiques de la santé publique qui étaient très mobilisés dans le dossier. Alors, c'est ça, ben, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à comprendre les différentes cultures organisationnelles des acteurs en présence, par exemple. On comprend des leviers d'action sociale, on développe des compétences communicationnelles. On apprend aussi l'ouverture à l'altérité. On apprend donc, je ne passerai pas à travers la liste de ce que vous voyez à l'écran, mais c'est assez fabuleux. Puis dans ce cas-là, en particulier de la reconstruction de l'échangeur Turcot, ben, ce que j'avais pu mettre en lumière, c'était qu'il y avait en quelque sorte des super citoyens qui se découvraient, puis parce que ça se passait dans leur milieu, là, ça les interpellait, ils se mobilisaient, puis ensuite de ça, il y avait le goût de se lancer en politique, il y avait le goût de s'impliquer sur un autre dossier dans leur quartier ou autre part. Donc, voilà. Puis, ben, comme vous le savez sans doute, souvent on va dire, ah, ben, ce projet-là, hein, il faut bien le faire quelque part, puis les citoyens qui se mobilisent, hein, c'est un peu du pas dans ma cour, là, le NIMBY, comme on dit en anglais. Puis, ben, ce qu'on voit en fait, c'est que les citoyens et citoyennes qui veulent pas souvent d'un projet, par exemple, de barrage hydroélectrique sur leur rivière, comme ça a été le cas dans la vallée de la Batiscan dans les années 2000, ben, ils tirent la sonnette d'alarme puis ils disent si c'est pas souhaitable chez nous, peut-être que c'est pas souhaitable ailleurs et qu'il faut repenser finalement un certain modèle ou un certain mode de fonctionnement. Il faut revoir, il faut penser des transformations écosociales. Alors, c'est ça. Donc, les habitants, les citoyens, les citoyennes se mobilisent pour affirmer un droit de regard sur leur propre territoire. C'est ce que Maristella Svampa a appelé, à travers les différents mouvements. Bon, Maristella Svampa, elle est autrice, elle est chercheure en Amérique latine, plus précisément en Argentine, là où il y a beaucoup de projets plus extractivistes. Elle parle maintenant d'un tournant éco-territorial pour qualifier tous ces processus de mobilisation citoyenne à l'échelle des territoires qui se déploient, dans lesquels on développe une connaissance fine des réalités, on développe aussi des nouveaux imaginaires sociaux, on développe des nouvelles manières de penser le territoire, puis bon, donc souvent dans une perspective biorégionale, par exemple. Donc, c'est ça. Donc, dans ces mouvements-là se développent vraiment des savoirs pertinents, autres que scientifiques, mais pourtant, les savoirs autres que scientifiques dans l'espace public, qui manquent de reconnaissance. Puis ça, qu'est-ce que ça fait en sorte? Ça fait en sorte que les porteurs de ces savoirs-là, ben, ne réalisent pas suffisamment leur potentiel. Puis ils échappent du fait même des occasions importantes d'en faire bénéficier d'autres organisations. Puis là, ben, ça fait en sorte qu'il existe peu d'initiatives qui sont à même de susciter ou de consolider des dynamiques de co-apprentissage, là. Qu'est-ce qui s'est appris dans un groupe au regard dans une lutte en particulier? Ben, hein, qu'est-ce qu'on pourrait, on pourrait en faire profiter d'autres organisations? Puis ces espaces-là de partage, ils existent quand même. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais il pourrait y en avoir davantage. Et c'est pour répondre à ce besoin-là, en fait, qu'on avait mis de l'avant le projet Forge. Donc, pour favoriser des dynamiques de co-construction à la fois intersectorielles, interexpérientielles et interdisciplinaires. Donc, ce projet-là, Forge pour formation collaborative pour la justice énergétique. Donc, ça se passait dans la foulée là, donc, après la création du Front commun pour la transition énergétique, qui portait un projet d'une transition énergétique porteuse de justice sociale. Nous, on a choisi le terme justice énergétique en travaillant avec nos collègues, notamment du Comité pour les droits humains en Amérique latine, le CEDAL, qui nous sensibilisait au fait qu'en Amérique latine, par exemple, c'est ce terme-là qui est employé puis qui correspond au fait de transformer par l'engagement populaire le système économique et énergétique ambiant dans une visée de justice sociale et de respect de l'environnement, avec l'objectif de développer une éco-gestion participative. C'est ça là, qui est particulier à ce concept-là des systèmes énergétiques. Alors, on travaillait à travers le service aux collectivités de l'UQAM avec Au Secours, dont Martine était représentante, avec le Réseau québécois des groupes écologistes, le Front commun et le CEDAL. Puis, on a visé à ce que autant le processus puis les résultats de ce projet-là soient une contribution
aux actions des groupes écologistes, des comités éco-citoyens, des associations syndicales, des militants autochtones et des universitaires qui travaillent sur les questions énergétiques. Donc, on a réfléchi ensemble aux besoins cruciaux, aux possibles vecteurs aussi d'identification des collaborations puis des partages de savoir entre ces différents groupes d'acteurs. Donc, ce qu'on voulait aussi mettre de l'avant, c'est l'idée d'une justice cognitive. Ça fait partie épistémique, on l'appelle aussi épistémique. Ça fait partie du concept de justice énergétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la justice cognitive? Ben, c'est de reconnaître activement le droit à aux différentes formes de savoir, de coexister. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les célébrer, les souligner, en favoriser le dialogue. Donc, comment faire en sorte que des savoirs qui sont le plus souvent invisibilisés, les savoirs plus d'expérience, les savoirs plus ancestraux, citoyens, situés, comment les rendre plus visibles puis créer des espaces pour les mettre en commun. D'ailleurs, c'est intéressant, en préparant la présentation, je suis tombée sur une nouvelle boussole de la justice épistémique qui a été produite par l'incubateur universitaire Parole d'exclus, qui est un projet de recherche-action participative mené au CRIS, le Centre de recherche sur les innovations sociales. Donc, j'étais contente de voir en tout cas que ces questionnements-là continuent d'être portés là, par des équipes de recherche qui travaillent dans les milieux de pratique. Donc, susciter le dialogue des savoirs, ça veut dire quoi? Ben, entre différents types de savoirs, je viens d'en nommer quelques types, les savoirs codifiés, donc liés par exemple à l'exercice professionnel, des savoirs davantage écologiques, on va même parler de savoirs émotionnels, de savoirs donc pratique, etc. Donc, ces différents types de savoirs, ben, ils ont tous leurs fonctions. Donc, l'idée, c'est d'éviter la hiérarchisation des savoirs pour plutôt susciter leur complémentarité ou révéler en fait cette complémentarité-là parce que ces différentes approches d'un même phénomène nous permettent de justement d'éviter des angles morts ou d'enrichir finalement nos compréhensions. Donc, c'est de dire, ben, chacun de ces types de savoirs ont leur importance. Et bon, puis là, ben, pour arriver, juste avant de vous présenter un peu plus le projet Forge, pour parler rapidement, là, on pourrait y revenir plus dans la discussion, différentes approches pour la coopération entre chercheurs et citoyens et citoyennes. Ben, il y a ce que sans doute plusieurs d'entre vous connaissez, l'approche de la science citoyenne où, par exemple, on va inviter des citoyens à collecter des données pour des projets de recherche, que ce soit des données météorologiques ou relatives, par exemple, au cheminement des papillons monarques, etc. Là, donc, ça, c'est des cas peut-être un peu connus. Donc, c'est une forme de participation. Ensuite de ça, on a la recherche partenariale où là, ben, souvent, on va donner un mandat autour d'un besoin d'une organisation. On va donner un mandat à des chercheurs. Ensuite de ça, on a la recherche collaborative où là, on va venir définir en fait de manière plus dialogique en fait les objectifs d'une recherche. Et après ça, ben, ça va être un peu à géométrie variable sur comment dans le reste du processus de recherche, la collaboration va se jouer. Puis finalement, il y a la recherche-action participative, Participative Action Research, le PAR, qui est connu souvent comme sous cet acronyme-là, où là, ben, c'est vraiment une recherche par et pour des milieux. Donc, vraiment à chacune des étapes de la recherche, il va y avoir une implication de personnes du milieu qui vont être reconnues souvent comme chercheurs-chercheuses. D'ailleurs, au sein de nos organismes subventionnaires, il existe la nomenclature chercheurs du milieu pour des cas comme ceux-là. Il existe aussi ce qu'on appelle le chercheur ou la chercheuse en résidence. Ça s'est expérimenté chez Parole d'Exclus, là, dans le projet dont je vous parlais juste avant. Ça s'est expérimenté aussi chez Solon, un organisme de transition. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un chercheur ou une chercheuse qui va passer, par exemple, 2, 3, 4 jours de sa semaine dans le milieu pour travailler. Il n'est pas toujours en interaction, mais ça lui permet de bien comprendre la culture de l'organisation, puis ben, de profiter de tous ces interstices, en fait,
que permettent une cohabitation dans un milieu. C'est sûr que vous me direz que depuis la pandémie, peut-être nos habitudes ont changé. Regardez, moi aussi. Aujourd'hui, je suis à la maison, là, je ne suis pas au bureau, j'y suis souvent, mais il reste que cette approche-là de chercheur en résidence, elle est intéressante. Alors, comment nous, on avait vécu ça dans le projet Forge? Ben, on a composé un comité de pilotage avec le service aux collectivités de l'UQAM au tout début du projet pour en construire les bases. On a décidé ensemble des objectifs du projet. Ensuite de ça, on a enquêté ensemble, c'est-à-dire on a enquêté auprès de participants de 11 régions, donc qui on a consulté ben, des membres de groupes écologistes, des membres de comités éco-citoyens, des membres de syndicats, des premiers peuples, des universitaires. On a eu 47 participants. Bon, je ne rentre pas trop dans la méthode du projet, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais donc on a fait une enquête pour bien comprendre les enjeux de la mobilisation sur la question de la justice énergétique et les besoins. On a caractérisé aussi les représentations de la justice énergétique de ces personnes engagées. C'était toutes des personnes engagées sur les questions énergétiques. Puis on a mis ça en dialogue avec qu'est-ce que c'était la justice énergétique dans la littérature. Puis c'est intéressant parce que c'est justement là qu'on s'est rendu compte que la question de la justice épistémique était évacuée par les chercheurs qui travaillaient sur la justice énergétique, par exemple. Ensuite de ça, ben, ce qu'on a vu avec l'évaluation diagnostique, c'est qu'on avait besoin d'approfondir sur 4 termes. On avait besoin au Québec, pour soutenir la mobilisation sur la justice énergétique, de mieux comprendre les dynamiques politiques locales. Donc, les gens ont beaucoup dit, ben, on aurait besoin de mieux former nos élus municipaux parce que hein, les projets de développement, ça atterrit dans leur cours. Donc, il y a beaucoup de lois, par exemple, en matière d'aménagement du territoire qui leur incombent, les applications de ces lois-là, etc. Donc, on a développé là-dessus, on a développé sur la question de l'épuisement militant, qui était un problème important. On le disait, hein, on travaille dans l'urgence, puis il y a souvent, bon, il manque de il y a des périodes où il manque de mains. Bon, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on a besoin d'apprendre à mieux prendre soin de soi, puis des collaborateurs, collaboratrices dans l'engagement. On a approfondi aussi sur la question de la convergence des actions en matière de justice énergétique, puis des manières de mieux inclure finalement des populations ou des groupes qu'on dit marginalisés, puis que ça aussi, on pourrait, si on avait du temps, on pourrait discuter de cette nomenclature, mais ce n'est pas l'objet du séminaire, du webinaire. Puis finalement, on a travaillé à voir comment on pourrait encore mieux collaborer entre milieu et université sur ces questions-là. Et puis donc, on a approfondi ça, si je viens sur l'implication des membres du comité, parce que sur ce comité-là, il y avait Martine qui était représentante d'Au Secours, il y avait Maude Prudhomme qui était représentante du Front commun et du RQGE, il y avait Marie-Ève Marleau qui était représentante du CEDAL. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on faisait, nous, les chercheurs? Ben, on faisait un premier traitement des données, mais ensuite de ça, l'analyse plus approfondie, on en faisait en comité. Même chose, quand on a fait des groupes de discussion au regard de ces 4 sous-thématiques donc, que je viens de vous présenter, on les a prévus, puis on les a co-animés ensemble. Et ensuite de ça, ben, on a aussi écrit ensemble et on a aussi organisé des ateliers de formation réciproque dans le cadre des midis de la transition du Front commun. Donc, le comité de pilotage a été engagé à chaque étape de la recherche, dans l'orientation de la recherche, dans l'analyse, dans l'ajustement des objectifs. Entre autres, on s'est arrimé en cours de route à certains projets du Front commun pour la transition énergétique, dont celui de Collectivité Zen. Moi, par exemple, je me suis impliquée au comité de pilotage de ce projet-là, Collectivité Zen, pendant 2 ans. On a écrit ensemble, puis on a donc animé ces moments de formation. Donc, notre projet, il aura permis de cerner un ensemble de représentations de la justice énergétique, de mieux comprendre les enjeux de la mobilisation sur cette question-là. Puis, ça a été intéressant parce qu'on a demandé, dans l'enquête, on a demandé, je vous avais dit, là, il y avait 5 groupes, c'est-à-dire 5 types de participants. Et puis, on leur demandait, mais par exemple, si c'était des gens d'un comité éco-citoyen, qu'est-ce que vous pensez que des gens d'un syndicat pourraient vous apporter, vous apprendre sur les questions énergétiques et vice-versa, là. On faisait cet exercice-là. Donc, c'est super intéressant de voir comment
chacun percevait les forces des autres groupes, puis comment ça pourrait être mis en commun. Voilà. Donc, je continue parce que je vois le temps qui file. Donc, à la fin de ce beau projet, on a organisé ces midis de la transition, donc des espaces de formation. Ces midis-là, ils étaient dédiés aux membres des collectivités zen à travers le Québec. On avait des gens d'établissements d'enseignement, de groupes communautaires. Donc, on a eu plus de 80 participants d'un peu partout au Québec. Et puis, c'était vraiment c'est ça, des moments participatifs au sens où on envoyait une capsule vidéo à l'avance avec nos principaux résultats sur la thématique du jour, puis on échangeait dans une formule bien interactive. Alors, voilà ce que ça a été brièvement. Ça fait que c'est ça, on voulait, Martine et moi, là, vous présenter là, la dynamique de ce projet-là en nous disant, ben, peut-être que ça peut inspirer, en fait, des collaborations sur les enjeux liés à l'eau plus spécifiquement. Bien, comme tu le disais, Martine, pardon, que l'eau, ben, c'est une question transversale. C'est à travers un ensemble de dossiers environnementaux que la question de l'eau se pose, dont dans le cas de la Minerve. Je te laisse la parole. Je vais parler avant de comment ça résonne, ce Oui, projet-là, dans le. Si tu peux remettre la diapositive ben oui. précédente Ben avant, oui. là, c'est que ça résonne énormément dans une coalition comme au secours, c'est-à-dire travailler ensemble dans l'intérêt commun. C'est toujours comme ça que ça commence, une lutte au secours. Il y a un comité de citoyens qui appelle, ou il y a un citoyen ou des citoyens qui appellent parce qu'il y a un dépotoir qui coule, parce il y a une mine qui veut s'installer dans leur coin, parce qu'il y a une question de protection de leur lac, de leur cours d'eau à côté de chez eux ou de leur puits carrément. Alors, il y a toujours quelque chose qui rassemble, un objectif commun qui ramasse un paquet de monde. Comme je le disais tantôt, Au Secours s'est formé avec des politiciens, des syndicalistes, des artistes et des chercheurs. C'était des gens qui n'avaient pas nécessairement les mêmes intérêts, mais ils avaient le même but de faire arrêter la privatisation de l'eau à Montréal, et c'est ce qu'on a fait. Alors, il faut vraiment aussi se servir des forces de chacune des personnes. Souvent, dans un comité de citoyens, tu as des gens de tous les milieux, de toutes les origines, comme moi, par exemple, je suis une enseignante au préscolaire. Alors, comment ça se fait qu'une prof de maternelle s'est retrouvée à acquérir beaucoup, beaucoup de connaissances sur l'eau au point d'être capable de donner des conférences sur ce sujet-là? Ben, c'est parce qu'au fil de la mobilisation, on se forme. J'ai acquis aussi beaucoup de compétences, moi, en communication, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de communication média, tant à l'écrit que la radio ou la télévision. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est pas donné à tout le monde. Il y a une autre personne qui va être peut-être très habile à faire quelque chose de très concret, comme réserver des salles, trouver du matériel, faire des pancartes. Une autre personne va être plus habile pour aller voir des politiciens. Alors, il faut se servir dans un groupe citoyen des forces de chacun selon le temps et les capacités qu'ils sont capables de donner. Puis ça, c'est vraiment une question démocratique importante. Entre autres, moi, j'ai appris à enseigner avec la formation, ce qu'ils appellent les organismes de formation des grands syndicats, de la FTQ, de la CSN et de la CSQ. J'ai appris comment on fait de la formation par les pairs. Et ça, je ne l'avais pas appris dans tout mon cours en enseignement, puis dans toutes mes années d'enseignement. Comment j'ai appris à faire ça? C'est par les modules de formation syndicale. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on apprend qui sont un peu bizarres, puis aussi, selon les gens qui sont en place, on va acquérir plus d'expertise. Dans le cas de la Minerve que je vais montrer tantôt, vous allez voir, il y a un lien direct avec ça. On peut revenir à l'autre. C'est pas, je vais parler encore un peu de l'autre, Florence, merci. Euh, alors ça, pour la convergence, c'est important. Le lien avec les élus, c'est très, très, très important. Intervenir dans l'espace politique, parce que la gestion de l'eau, c'est un domaine de juridiction complexe. Puis les citoyens doivent faire affaire
naturellement, pour l'eau potable du robinet ou les égouts, c'est avec leur municipalité qu'ils vont devoir faire affaire. Mais si c'est un problème environnemental, c'est avec le provincial. Tout ce qui touche les questions d'environnement, ça peut être le BAP, ça peut être directement le ministère de l'Environnement par des règlements, mais aussi avec le fédéral, parce que tout ce qui touche les ponts, la navigation, les grands cours d'eau, la pêche, ça touche le fédéral et même l'international, parce qu'on pense au fleuve Saint-Laurent et au Grand Lac, c'est la commission mixte internationale. Donc, toutes sortes d'espaces politiques sur lesquels il faut savoir intervenir et avec des politiciens qui ne sont pas au courant. Donc, l'importance de former nos politiciens sur les questions qui nous occupent. Dans mon cas, ben, c'était les questions de l'eau. Stimuler les collaborations entre les milieux universitaires qui soutiennent l'action, là, ça, c'est très important. Tout au cours de l'action d'eau secours, on a eu besoin de toutes sortes d'expertises. Oui, des hydrologues, des hydrogéologues, mais aussi des gens en droit. On a fait affaire souvent avec des stagiaires pro bono des universités en droit pour nous aider avec des questions qui étaient plus d'ordre juridique. C'est sûr que les questions scientifiques de contamination, on a fait affaire avec des toxicologues, on a fait affaire avec toutes sortes de chercheurs et beaucoup, ce qui est important dans les universités, c'est d'aller voir les professeurs puis de demander si les étudiants sont intéressés par la recherche. Ça s'est fait même dans un cas jusqu'au secondaire. Il y a une jeune fille du secondaire qui a trouvé un moyen d'enlever le fluor de l'eau. C'est une découverte qu'elle a amenée dans des expositions et qui maintenant, comme chercheur, parce qu'elle est à l'université maintenant, l'a amenée à travailler dans ce domaine-là. Alors, on ne sait jamais où la militance va mener. Et l'autre, ben, éviter l'épuisement, prendre soin de soi, de ses pairs dans la militance, c'est super important parce que les luttes en environnement, en tout cas la lutte d'eau secours, elle a commencé en 97 et elle est loin d'être terminée parce qu'il y a encore beaucoup de dossiers très prenants sur l'eau. Ben, on a besoin de prendre soin de soi. Je dis toujours qu'il faut faire de la conservation d'énergie. Alors, conserver l'énergie, c'est conserver la nôtre pour être capable de travailler longtemps. Ce n'est pas une course sprint, c'est un marathon. Il faut pouvoir continuer de s'impliquer, continuer d'agir, ne pas se décourager, ce qui est la principale, et trouver du plaisir dans ce qu'on fait. C'est très important d'être capable de militer et d'avoir des amitiés, d'avoir des moments où on peut se réunir sur d'autres choses que la lutte, sinon on s'épuise complètement. C'est un peu comme les oies en formation. Il faut, à un moment donné, que celle qui est en avant s'en aille en arrière, puis que quelqu'un d'autre prenne le leadership, puis que ça s'en aille en arrière après, parce que sinon, c'est vraiment un endroit où on peut faire des dépressions, puis on peut se décourager totalement. Alors, ça c'est des choses que le projet Forge a mis en lumière, mais qui sont très incarnées, en tout cas moi dans ma pratique. Ce que permet aussi des choses comme le projet Forge m'a permis à moi, c'est de réfléchir sur ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas le temps. On est dans l'action, on agit, on veut sauver une rivière, on veut sauver un cours d'eau. Ben, on est dans l'action, dans l'action, dans l'action et on ne s'arrête pas pour réfléchir. Et quand on s'arrête pour réfléchir, ben, ça nous donne des pistes encore meilleures pour l'action. Puis ça, c'est un moment important de s'apercevoir qu'il faut s'arrêter puis qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait. Puis ben là, on peut aller à la Minerve, Laurence, si tu veux bien. Je vais vous parler d'un projet de captage d'eau privé. Alors, on sait que la coalition au secours, elle a comme souci de garder l'eau, cette chose commune, ce bien commun, dans le domaine public. Parce qu'on pense que même quand c'est mal géré, c'est toujours mieux géré par des élus que par des gens qui n'ont que le profit en tête. Alors, à la Minerve, il y a un capteur d'eau privé qui a demandé son permis pour tirer 400 gallons d'eau à la minute sur 2 puits, c'est-à-dire 800 gallons d'eau à la minute
sur deux puits situés de chaque côté d'une route. Et ça commençait à inquiéter les gens parce que c'était à la tête d'un bassin versant, le bassin versant de la rivière Preston. Et cette rivière-là, elle a un impact direct sur un bassin versant qui descend jusqu'en Ontario. Il faut voir où est située la Minerve. C'est dans le nord-ouest québécois. Là. Les gens connaissent peut-être mieux Mont-Tremblant, mais c'est peut-être à 30 minutes de Mont-Tremblant. C'est à la base d'un parc, d'un grand parc Papineau-Labelle, et il y a des centaines de lacs dans cet environnement-là. Alors, on peut penser que si on capte un petit peu d'eau, même si c'est beaucoup d'eau, pour un embouteilleur, ça pourrait ne pas avoir d'impact, mais ça en a un très grand. Alors, la lutte de la Minerve, c'était le captage d'eau privé qui s'installait là, et il y a des citoyens qui ont appelé au secours et qui ont dit, ben, ça nous semble difficile de permettre ça dans un endroit où c'est la villégiature, où c'est la pêche, la chasse, c'est un endroit euh, naturel important. Et qu'est-ce que ça va faire sur nos lacs, sur les bassins versants? Alors, dans ceux qui s'inquiétaient, nous, on les a contactés. Puis comment on agissait au secours avec un comité de citoyens, c'est de savoir si la lutte est légitime. Après ça, de savoir si les gens en place sont prêts à s'impliquer. Parce qu'au secours, c'est pas un gros groupe. On n'a pas les moyens physiques et financiers de faire toutes les luttes au Québec. Alors, on s'assure que les gens sont prêts à la faire dans leur coin. Alors, ils étaient très prêts. Il y avait des gens qui étaient dans les comités de lac, c'est-à-dire des gens qui s'occupent déjà de la santé de leur lac. Il y avait des élus municipaux, des gens de la communauté métisse du coin, des citoyens impliqués. Moi, j'appelle ça la maîtresse d'école parce que l'école a seulement deux professeurs. Alors, une des enseignantes de l'école, la dame de la caisse populaire, un paquet de gens qui se sont mis en comité, un comité qui s'est appelé Recours d'eau. Alors, là, on s'est mis à regarder quand on demande au secours, quand on demandait à un comité citoyen de se former, on leur demandait d'identifier les forces en place, c'est-à-dire qui pouvait les aider et qui sont à convaincre. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait, pour le gouvernement du Québec, il y avait une expertise hydrogéologique qui avait été demandée à la compagnie et qu'elle était déficiente, c'est-à-dire qu'elle ne tenait pas compte de certaines rivières, de petits cours d'eau. Donc, on s'est dit, ça nous prend une expertise hydrogéologique. Et il y avait sur le comité Mme Louise Jarry qui a dit, ben, j'ai mon neveu, Étienne Jarry-Boileau, qui est à l'université en ce moment et qui a fait sa thèse de doctorat justement sur ce bassin versant-là. Quand je dis que ça peut venir de n'importe où, l'expertise, on ne s'attendait pas à ça. Alors, Étienne a pu former les gens, c'est-à-dire leur expliquer pourquoi ce n'était pas une bonne idée de faire ce captage d'eau-là. Il a pu donner il a donné des séances citoyennes, c'est-à-dire les citoyens étaient invités à venir écouter sa thèse sur le bassin versant. On s'est aperçu aussi que s'il n'y avait pas beaucoup d'opposition à ce projet-là, c'est que les gens ne le connaissaient pas. Si tu peux mettre l'autre diapositive, Laurence, on va voir que c'est très grand. Bon, la Minerve, c'est un endroit où il y a plus d'une centaine de lacs, alors, et où la population est divisée sur tous ces lacs-là. Il y a un très petit noyau de villages citoyens. Là, c'est comme un croisement de deux rues sur lequel il y a tout. L'église, la mairie, l'école, la caisse populaire et l'épicerie sont tous sur comme le même carrefour. Mais après ça, les gens où vivent les 1200 personnes qui sont là à l'année, ben, c'est sur les lacs. Et l'été, ben, ça monte, la population monte double et parfois triple parce que les gens ont des chalets sur le bord des lacs. Alors, il fallait rejoindre ces gens-là où ils étaient. Comment on a fait ça? Ben, en essayant de rejoindre les médias locaux.
Et on s'est dit au secours, ben nous, on est bon pour joindre l'expertise, oui, scientifique, oui, l'expertise citoyenne, mais aussi celle des artistes. C'est-à-dire qu'on rejoint les gens par la tête, mais aussi par le cœur. Et ça, c'est important. Alors, on a demandé à nos artistes de donner un spectacle bénéfice pour, la, pour bien expliquer la lutte aux gens qui étaient là. Alors, on a fait les médias locaux, on a fait la tournée des radios, des journaux locaux pour expliquer le problème. Et puis, on a monté ce spectacle-là euh, qui a eu lieu au mois d'août, au début du mois d'août. Alors, c'était un spectacle où on vendait des macarons, 5 pour l'entrée sur le site. Sur le site, c'était le terrain de baseball, en fin de compte, et la salle municipale. Et ce qui était extraordinaire, c'est de voir en après-midi, par une belle journée du mois d'août, une splendide journée, plus de 400 personnes venir voir des kiosques. Des kiosques qui étaient organisés autant par le comité de bassin versant, le comité régional en environnement, au secours, Fondation Rivière. Il y avait des kiosques d'à peu près euh, partout. Euh, les associations de lacs, l'organisme de bassin versant de la Petite Nation et Saumon, le regroupement des associations de lacs, le Conseil régional de l'environnement des Laurentides. Et tous ces gens-là venaient s'informer durant un bel après-midi d'été. Et le soir, on a vu arriver plus de 2000 personnes dans un village qui en contient 1000. C'est assez extraordinaire. Ça veut dire que ça avait rayonné pour écouter un spectacle où Raoul Duguay, qui était porteur d'eau, représentant des porteurs d'eau à la commission au secours et qui a toujours été très impliqué, a fait le maître de cérémonie où il y avait Pierre Bertrand qui était sorti de sa retraite. Pierre Bertrand, c'était quelqu'un de beau dommage et il n'avait pas chanté depuis des années. Paul Piché, qui habite la Minerve, qui est venu, qui était à Québec en réunion et qui est venu exprès pour faire ses 3 chansons le soir, et Brigitte Saint-Aubin, avec un band local qui était tout heureux de jouer avec ces vedettes-là. Alors, ça s'est fait dans l'harmonie, la bonne humeur, et tout le monde a été au courant de cette lutte-là. Le conseil municipal qui, au début, était un peu frileux, parce qu'ils se disaient, ben, on ne peut pas plaire à tout le monde et puis il faut écouter tout le monde. Bon, le conseil municipal a complètement changé de côté à partir de ce spectacle-là et les quelques profits qui ont été faits par ce spectacle-là ont été investis dans un fonds qui crée la journée de l'eau. Le premier samedi ou premier dimanche du mois d'août de chaque année, il y a une fête de l'eau à la Minerve depuis ce temps. Et il n'y a pas eu de captage d'eau. Le promoteur n'a pas pu faire son projet parce que là, il s'est aperçu que toute la communauté était contre son projet. Alors, ce projet-là, il est expliqué, c'est un des narratifs qui est dans le livre L'héritage des luttes environnementales au Québec, un souffle citoyen de Lucie Sauvé, Joanne Béliveau et Denise Proulx. Il y a plusieurs luttes qui sont expliquées dans ce livre-là. Et moi, j'ai eu la chance d'expliquer celle de la Minerve dans le livre, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Je ne sais pas si, Laurence, tu veux parler plus spécifiquement du livre. Ben, en fait, je vais y aller rapidement parce que le temps file, mais ce qui est intéressant avec cet ouvrage-là, c'est qu'il vient célébrer en fait les victoires. On a besoin aussi, hein, on parlait de l'enjeu de l'épuisement tout à l'heure, mais ben,
Une chose qui est importante, c'est de souligner en fait tous les gains, les victoires. Et puis, ben, ce livre-là, en fait, il parle des mesures législatives qui ont pu être adoptées à cause de luttes citoyennes, de territoires qui ont pu être préservés, donc, etc. Donc, on vous pointe cet ouvrage-là, pour vous inviter à le consulter. Et Puis, donc, il est question, entre autres, dans l'ouvrage de la lutte contre les gaz de schiste, dans lequel, Martine, tu as été bien impliquée. oui, parce qu'au début des gaz de schiste, c'est l'AQLPA, l'Association québécoise de lutte pour la pollution atmosphérique, qui a contacté au secours et qui a dit, hey, c'est beaucoup plus une histoire d'eau qu'une histoire d'air, cette affaire-là. Ça concerne les nappes phréatiques. La fracturation hydraulique, ça le dit, c'est par de l'eau qu'on injecte à haute pression dans le sol. On le voit très bien sur l'image, qui va faire des fractures dans le roc imperméable pour le rendre perméable. Alors, ça le dit, si vous faites des trous dans un imperméable, ben, il y a de l'eau qui coule. Est-ce qu'elle va couler juste où on veut? Ben, ça, c'est ce qui est le moins sûr. Est-ce que les fractures vont s'arrêter au moment où on veut qu'ils s'arrêtent ou si ça va continuer et contaminer la nappe phréatique? Bon, là, les exemples qu'on a en ce moment au Texas, en Californie, nous prouvent que oui, ça rejoint malheureusement la nappe phréatique. Ça fait toutes sortes de problèmes à l'eau, mais aussi ça salit une énorme quantité d'eau qui ressort de terres fortement contaminées de toutes sortes de choses, mais surtout de sel. Ça a l'air étrange, mais de l'eau salée, ben, ça ne se voit pas. Ça fait que contaminer au sel nos nappes phréatiques, ça ne nous tente pas avec les autres métaux non plus. Donc, la bataille de gaz de schiste, ça a été une grosse bataille au Québec. Il y a le RVHQ, qui est maintenant le RVEQ, là, le Réseau Vigilance Hydrocarbures du Québec, qui est devenu le Réseau Vigilance Énergie du Québec, euh, a fait un travail extraordinaire de mobilisation des citoyens. On a participé à des BAP et ça a eu des effets énormes parce qu'il y a eu vraiment, quand on parle de non-acceptabilité sociale, ça a été prouvé que cette technique-là n'était pas acceptée par les Québécois ça a donné lieu, après les BAP, à une loi québécoise qui interdit la fracturation hydraulique et cette loi-là est même contestée au niveau international parce que c'est une des seules qui va aussi loin. Euh, alors, c'est une grande, grande victoire citoyenne. On n'a pas fini avec le gaz de schiste parce qu'avec ce qui se passe avec nos voisins américains, avec un monsieur qui veut drill, baby drill, là, on va probablement revenir avec des gaz de schiste au Québec ou au moins au Canada. Et ce n'est pas nos partis politiques actuels qui sont contre ça. Au contraire, ils disent qu'ils vont continuer. Ils veulent faire des pipelines. Alors, c'est vraiment pour l'eau. On dit quand on dit qu'il y a de l'huile dans l'eau, ben, ça ne marche pas. Ben, quand il y a du gaz dans l'eau, ben, ça ne marche pas non plus. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Il faut faire très attention dans ces processus-là et protéger notre eau dans des contextes comme ça n'a pas été facile, mais c'est une belle victoire du mouvement citoyen auquel j'ai eu la chance de participer. On va aller à l'autre maintenant, qui n'est pas plus jojo. C'est en ce moment, on parle beaucoup des minéraux critiques. Les minéraux critiques, c'est pour surtout les batteries de nos futurs autos électriques. Mais il y a beaucoup, beaucoup de minières qui font de la prospection en ce moment. Une des choses, c'est la mine du lac Bloom. Alors, la mine du lac Bloom veut enfouir ses déchets miniers dans des lacs, c'est-à-dire condamner des lacs pour en faire des poubelles. Et ça, c'est quelque chose contre lequel Au Secours se bat. Et on se bat aussi contre des minières qui veulent s'installer un petit peu partout dans des régions où les gens n'en veulent pas. Où les habitants trouvent que c'est incompatible avec leur mode de vie. Euh, Puis, on est pris avec des sites miniers orphelins au Québec. Si on devait euh, décontaminer tous nos sites miniers orphelins, on en aurait pour des milliards et des milliards de dollars en ce moment. Alors, on doit se poser des questions, puis on doit mettre des règlements si on veut permettre euh, les, à des mines de s'installer. Il faut faire bien attention
et à l'acceptabilité sociale et à notre environnement. Alors, ça, c'est un des dossiers qu'on a en ce moment au secours. On va passer à l'autre diapositive, s'il te plaît, Laurence. Il y a, il y a aussi, bon, c'est tous des dossiers pas très, très drôles. Il y a les dossiers des dépotoirs. C'est que nos déchets, je parlais des déchets miniers qui vont dans les lacs, mais là, on est pris avec des déchets nucléaires, du matériel radioactif qu'on veut enfouir dans une tourbière à la base, à l'embouchure de la rivière Outaouais. On sait que la rivière Outaouais se jette dans le Saint-Laurent, que ça alimente, et l'Outaouais et le Saint-Laurent alimentent à peu près en eau potable toute la population du Québec. Donc, en Ontario et au Québec, des risques de contamination importants parce que ces déchets-là, bon, si vous savez ce que c'est les demi-vies en nucléaire, là, c'est que c'est des milliards et des milliards d'années où ces déchets-là vont être encore dangereux. Alors, mettre ça dans un milieu humide, dans une tourbière près d'un cours d'eau, c'est excessivement dangereux et on essaye d'éviter ça. Avec Au secours, c'est une des luttes qu'on fait en ce moment. Il n'y a pas que ce dépotoir-là. Il y a notre fameux Stablex. Alors, je pense que tout le monde doit en avoir entendu parler. Stablex à Blainville, c'est un dépotoir de déchets dangereux et toxiques qui viennent en grande partie de l'Ontario et des États-Unis, c'est-à-dire du reste du Canada et des États-Unis. La proportion de déchets québécois est très faible dans ce dépotoir-là. Qui veut s'agrandir à Blainville. Ils ont un terrain pour s'agrandir, mais ils disent que ça ne sera pas suffisant. Alors, ils ont visé un terrain municipal que la municipalité ne voulait pas leur donner parce que c'est un terrain dans une tourbière qui est riche au niveau biologique et qui peut être dangereux aussi. Dans une tourbière, il faut savoir que le milieu hydrique, si ça coule, là, c'est une éponge, une tourbière. Ça fait que si vous mettez des déchets dangereux dans une éponge, ça risque de vous revenir à un moment donné ou à un autre. Il y a une grande mobilisation citoyenne. La municipalité est contre. La municipalité ne veut pas vendre et c'est allé jusqu'à une loi spéciale adoptée sous bâillon pour permettre au gouvernement du Québec, par son ministère de l'Environnement, c'est quand même assez ironique, de permettre à Stablex, une compagnie privée, d'enfouir des déchets dangereux d'origine autre que québécoise dans ce site-là, avec un processus qui est loin d'être garanti. On nous garantit que c'est stabilisé dans du ciment, mais ce ciment-là n'est pas pris, il est encore coulant. Il y a des bâches qui doivent être installées et les bâches sont garanties 5 ans quand ces déchets-là doivent être là pendant des années. Alors, il y a toutes sortes de questions qui se posent au niveau de l'eau et au niveau de la mobilisation citoyenne. Ben, c'est une large mobilisation citoyenne en ce moment qui est contre on est même allé en cours, c'est-à-dire qu'on a utilisé nos droits juridiques pour demander une injonction, mais l'injonction a été refusée. Et devant la supposée urgence, c'est toujours dans l'urgence qu'on fait les pires gaffes. Dans l'urgence, ben, ils ont décidé de laisser Stablex commencer à couper les arbres. Ça fait que ça, c'est vraiment des dossiers assez épouvantables. On peut penser aussi au dépotoir de Kanawake. Ça, c'est une belle situation explosive au niveau politique parce que personne ne veut aller dire au conseil de bande quoi faire et le conseil de bande est pris avec des bandits, en fait, qui exploitent un site d'enfouissement qui coule et qui fait des dégâts environnementaux épouvantables. Alors, nos vidanges, nos déchets sont quelque chose d'épouvantable pour notre environnement. On peut passer à l'autre. Alors, on va aller dans quelque chose de plus positif, c'est-à-dire quand ça marche, quand on fait des démarches. Au secours s'est battu il y a deux ans environ pour avoir le droit de consulter un registre qui est censé être public
le registre des quantités d'eau captées par les promoteurs privés. Donc, on voulait pouvoir, pour pouvoir étudier, il fallait avoir les quantités d'eau que les compagnies privées euh, prenaient dans notre sous-sol. Et c'était censé, par une loi, être disponible sur le site du Québec. Malheureusement, ce registre-là n'était jamais disponible, jamais à jour, et on a dû aller en cours avec le Centre de droit québécois à l'environnement pour pouvoir avoir accès à des données qui étaient censées être publiques. Mais bizarre chose, même si la loi disait que ça devait être sur un site ministériel, la Cour nous a dit non, ça touche du processus, euh, euh, c'est comme un secret industriel, du processus industriel. Alors, malheureusement, en perdant en cours, on croyait qu'on avait perdu toutes nos chances, mais ça a tellement soulevé de, de questions au niveau des citoyens que le gouvernement a décidé de revenir lui-même sur sa décision, c'est-à-dire qu'on a perdu au niveau juridique, mais on a gagné au niveau politique. Et ça, il faut toujours être conscient que quand on le fait de bonne foi et de bon droit, souvent, on va finir par gagner. Alors, c'est une chose qu'on a gagnée au niveau politique. Maintenant, le registre, il est à jour et il est sur les sites du ministère. On peut le consulter. On peut faire des demandes de droit à l'information sur les quantités d'eau puisées par les promoteurs privés. Alors, une belle victoire de Haut Secours. Je te laisse la parole. Je vais mettre ça en marche, la Oui, vidéo. Je veux de oui, l'introduire, Martine, pendant ce oui. temps-là. Avec plaisir, Laurence. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est d'un projet très positif initié par Au Secours pour le Québec. C'est un projet international qui s'appelle le projet des communautés bleues. Alors, on va avoir une petite vidéo qui va expliquer ce que c'est et je vous en parle après. Si tu es capable, Laurence. Des gens à travers le Canada et autour du monde vivent sans accès à l'eau potable ou se battent pour protéger leurs bassins versants locaux. Les lacs et les rivières sont empoisonnés par des abus industriels. Des grandes entreprises tentent d'embouteiller l'eau, de la privatiser et d'en tirer profit. Depuis trop longtemps, trop de communautés autochtones souffrent d'un manque d'eau potable. Les lois complaisantes et le manque de gestion gouvernementale des sources d'eau alimentent la crise mondiale de l'eau. Mais il y a une solution, le projet Communauté Bleue, et il commence auprès de votre conseil municipal. Votre conseil municipal a un impact immense sur l'eau de votre communauté. Il contrôle l'eau entrant et sortant de la plupart des maisons. C'est simple de vous regrouper massivement dans votre communauté, puis de rencontrer les membres de votre conseil municipal. Nous pouvons fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir. Une communauté bleue est une collectivité qui fait 3 gestes simples. Elle reconnaît le droit humain à l'eau et aux services d'assainissement. Cela garantit que toute la population a accès à de l'eau potable. Une communauté bleue bannit la vente de bouteilles d'eau dans les édifices et les événements municipaux. Elle encourage plutôt l'utilisation de l'eau du robinet. Une communauté bleue dit non à la privatisation de l'eau. La gestion de l'eau potable et des eaux usées demeure publique. Communauté bleue est un mouvement mondial grandissant. Il a des racines profondes au Canada qui compte maintenant une vingtaine de ces communautés. D'autres encore sont en voie de se former. Les communautés bleues peuvent inclure des villes, des villages, des communautés autochtones, des groupes religieux et même des écoles. Êtes-vous prêt à aider votre communauté à devenir bleue? Alors, c'est un beau projet du Conseil des Canadiens. Pardon. C'est un beau projet du Conseil des Canadiens, du SCFP QP en Ontario, qui est mondial maintenant. Alors, les communautés bleues s'engagent, en fin de compte, à garder dans le domaine public. Puis on trouve ça important parce que privatiser l'eau, c'est donner des droits à des compagnies de faire des profits sur notre dos. On pense à des villes comme Paris.
Paris qui était en gestion privée, qui est redevenu en gestion publique, euh, paye beaucoup moins cher son eau depuis qu'ils sont redevenus en gestion publique, tellement qu'ils ont pu organiser Eau de Paris, avoir un centre d'interprétation de l'eau et faire toutes sortes de choses qu'ils ne pouvaient pas faire avec la compagnie privée avec laquelle ils étaient avant. Donc, Paris est devenu avec plaisir une communauté bleue. Il y a Berne, Fribourg, Thessalonique, Neuchâtel, Berlin. Au Canada, ici, il y a Victoria, North Vancouver, Kingston, Burnaby. Et au Québec, ben, la ville de Montréal a été une des premières communautés bleues. La première, ça a été Amqui. Il y a eu Danville, mais Montréal, avec l'Université McGill, a été reconnue communauté bleue en même temps, c'est-à-dire qu'une université, une école peut aussi être une communauté bleue. Il y a la commission scolaire de Montréal qui a pris ces engagements-là, c'est-à-dire de reconnaître le droit à l'eau et à l'assainissement, de garder l'eau potable et les usines d'épuration dans le domaine public gérées par des élus. Parce que des élus, on peut leur parler. Une compagnie multinationale, c'est très difficile de trouver à qui parler. Puis comment faire des pressions. Aussi, c'est bannir l'eau embouteillée, c'est-à-dire comme on produit de l'eau comme ville, ben pourquoi on en vendrait dans les arénas, à l'hôtel de ville ou dans les événements municipaux? Je m'excuse. Alors, au Québec, c'est 45 villes, je m'excuse. Je voudrais te donner un verre d'eau, Martine, mais on n'est pas. Ben, je vais aller m'en chercher un. Mais il y a 45 villes au Québec. Et puis, entre autres, au lac Saint-Jean, tout le lac Saint-Jean, la MRC du lac Saint-Jean c'est mobilisé. Il y a beaucoup de villes au Saguenay, au lac Saint-Jean. C'est vraiment beau de voir que les villes sont fières d'affirmer le caractère public de leur eau. Ils sont contents. Et puis, ben, c'est un peu une des choses positives qu'Au Secours fait. Moi, j'ai fini là-dessus. Laurent, je vais aller me chercher mon verre d'eau. Je te laisse continuer. Mais merci beaucoup, Martine. Alors, ben, on a hâte de vous entendre, d'entendre vos questions, vos réactions. Et ben, c'est Camilla qui va animer cette période de discussion. Merci beaucoup, et Laurence et Martine, pour vraiment les temps dédiés à ce webinaire. Et pour nous, c'est tout un plaisir de les accueillir. Puis, on est sorti un peu de notre discours, bon, pas discours, mais je veux dire, on est sorti un peu de notre zone de confort avec ces discussions qui, des fois, sont aussi nécessaires. Et bon, merci beaucoup pour votre présentation. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée.